You're nothing, Jon Snow. Got a theory, could be Barney. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up. Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve cousine Anaïs Bordage. Salut cousine. Salut chef. Si vous aussi récemment vous vous êtes mis à crier corner et behind tout seul dans votre cuisine, c'est que vous avez sûrement succombé au charme de The Bear dont la saison 2 est sortie en France au mois d'août sur Disney+. The Bear, c'est une série créée par Christopher Storer qui est une plongée nerveuse et addictive dans les coulisses d'un restaurant de Chicago. Comment The Bear est-elle devenue l'une des séries événements de ces dernières années ? Qu'est-ce qui fait le brio de cette nouvelle saison ? Et est-ce que ces gens vont un jour arrêter de crier, s'il vous plaît ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est que j'ai vu le nouveau film de Richard Linklater qui s'appelle Hitman. À la Mostra de Venise. Ouais, parce que je suis une meuf trop stylée. Et dans ce film, il y a Glenn Powell, dont on n'a pas souvent eu l'occasion de parler dans ce podcast, mais qui est vraiment un acteur qu'il faut surveiller de près. Mais dont on a souvent parlé hors de ce podcast ensemble. Voilà. C'est vraiment un super film et c'est un super acteur. Si vous voulez découvrir tout son charme, un autre film de Richard Linklater, c'est Everybody Wants Some, qui est un des meilleurs films de Richard Linklater. C'était Anaïs qui m'avait dit de le voir et elle avait bien raison. Et maintenant, je suis accro à ce film et dedans, il est magnifique. Il est magnifique et il a coécrit Hitman. Et donc, on sent qu'il a vraiment aussi trouvé le moyen de mettre son talent en avant de la meilleure manière possible, puisqu'il doit incarner une multitude de rôles dans le film. C'est vraiment hyper savoureux. Et ouais, c'était mon petit bonbon de ces dernières semaines. Et toi, c'est quoi ton pic, Marie ? Moi, mon pic, c'est lié à la série dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est l'actrice Ayo Edebiri qui joue Sydney dans The Bear. Elle a un compte sur Letterboxd. Si vous ne connaissez pas Letterboxd, c'est une appli en fait de critique de ciné où chacun peut noter et critiquer les films. C'est super bien. Personne me suit dessus. Voilà. Moi, je te suis. Merci. Mais en fait, elle a un compte et elle fait des critiques de films et elle est brillante et très très drôle. Sa critique de Beau is Afraid, elle dit à Ari Aster envoie-moi un message tout de suite, je vais te mettre en contact avec la ligne de soutien de mon église où des femmes pourront t'aider au téléphone. Et elle fait plein de critiques comme ça qui sont très drôles. Ma préférée, c'est quand même Titane, que je n'ai pas vue, mais elle a mis 5 étoiles, 1 cœur. Mais sa critique, c'est « Bitch, what the fuck ». J'aurais tellement dû te montrer Titane. C'est vrai. Donc, si vous êtes sur Letterboxd, allez la suivre parce que ça vaut vraiment le détour. Si vous n'êtes pas sur Letterboxd, mettez-vous sur Letterboxd. Ce pic n'est pas sponsorisé. Mais Et suivez-nous aussi, par la même occasion. Ouais, après, On franchement... est moins drôle, mais... Ouais, voilà. Moi, j'apporte pas grand-chose. Je mets 5 étoiles à beaucoup trop de films, je me suis rendu compte, mais c'est pas grave. Yes, chef. Oh, yes, chef. Yes, chef. Aujourd'hui, on parle donc de la série qui a fait de Ayo Edebiri une star montante, The Bear, qui est une série dont la première saison a été diffusée en juin 2022 sur Hulu aux États-Unis et qui est devenue très vite un phénomène critique, alors même qu'on n'en avait pas trop entendu parler avant. C'est un peu sorti de nulle part et c'est devenu une énorme série dont tout le monde parlait. Elle est arrivée en France quelques mois plus tard sur Disney+, et le phénomène a continué. Anaïs, est-ce que tu peux nous faire le pitch de la série en 30 secondes ? Oui, mais en fait, c'est une série sur le brio de Taylor Swift. Ouais. Non, c'est une série sur des gens qui sont extrêmement stressés et tendus. Ça commence avec Carmy, qui était le chef exécutif d'un des meilleurs restaurants du monde, voire le meilleur restaurant du monde, qui, suite à la mort de son grand frère, a hérité du restaurant de son grand frère. Un restaurant à Chicago qui, pour le coup, n'a rien à voir avec l'univers de la haute gastronomie dont Carmy vient. Là, on est sur un petit boui-boui qui fonctionne de manière totalement chaotique. Et donc, Carmy va essayer de redresser la barre dans ce restaurant, mais les merdes s'enchaînent en permanence. Et au fil de la première saison et aussi de la deuxième, on voit à quel point lui et tous les employés du restaurant doivent non seulement gérer tout le chaos lié à leur vie professionnelle, mais aussi gérer énormément de traumatismes qui sont liés à la violence qu'il y a dans ce milieu-là, mais aussi à la mort de Mikey, le grand frère, et aussi plein d'autres traumatismes, puisqu'ils en ont vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai qu'ils en ont beaucoup. Oui, c'est une série qui est à la fois sur l'univers de la cuisine, mais aussi beaucoup sur la santé mentale et sur d'autres thèmes aussi qu'on va aborder.
Ça se passe à Chicago, donc, et ça se passe The Beef, le nom du restaurant dans la première saison dont il hérite, est inspiré de Mr. Beef, qui est une institution locale à Chicago, et Christopher Storer, qui est originaire de Chicago, est ami avec le fils du propriétaire de Mr. Beef. Et donc, il s'est vraiment basé sur ça. Et la déco à l'intérieur de The Beef dans la première saison est totalement pompée sur celle de Mr. Beef. Et il y a beaucoup aussi, on sent dans la deuxième saison, à un moment, ils font le tour des restaurants locaux. Il y a vraiment, une série qui est très ancrée dans la culture gastronomique de Chicago. Il y a vraiment un attachement à ça, ça se voit beaucoup, quoi. Oui, et même dans la ville tout court, en fait, il se passe pas un épisode sans qu'on ait des plans du métro aérien, de l'architecture de la ville. Donc, on a vraiment l'impression, effectivement, de mieux connaître la ville de Chicago, qui est quasiment un personnage à part entière dans la série. Ouais, totalement. Et moi, ça a toujours été un truc que j'adore dans les séries, c'est quand ça me plonge dans un univers très palpable, géographique, et c'est vraiment le cas ici, quoi. Il parle aussi beaucoup d'équipes sportives qu'on connaît très mal, mais ça fait aussi partie de l'univers de Chicago, apparemment. Ce qui est intéressant dès la première saison, c'est que la série a un univers, aussi un langage très particulier. C'est une série qui est extrêmement nerveuse, voire un petit peu stressante. Personnellement, moi, tous ces gens qui crient, ça m'use très très vite. Mais c'est pour mieux refléter justement tout ce qui se passe en arrière-cuisine, tout ce qu'on ne voit pas dans Chef's Table, par exemple, qui va avoir un univers extrêmement léché avec de la musique classique qui nous montre vraiment la beauté de la construction de chaque plat. Là, non, c'est le chaos total. C'est sale, ça crie, rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a des choses qui prennent feu, il y a des choses qui explosent, il y a des plafonds qui s'effondrent, il y a des frigos qui ne veulent plus s'ouvrir. Enfin bref, c'est le bordel total. Et c'est vrai que ça montre un autre aspect de l'univers de la gastronomie. Ce qu'on voit, c'est un peu tout l'aspect un peu bureaucratique et un peu quotidien qui est beaucoup plus chiant normalement et qu'on voit vraiment pas dans les films. Même, je pensais à des films, il y a plein de films dans le milieu de la restauration. Il y a Chef avec Jon Favreau, il y a un film avec Catherine Zeta-Jones, une espèce de comédie romantique avec elle et Aaron Eckhart. On voit pas du tout ces aspects-là de comment construire un restaurant, la visite par exemple du contrôleur de l'hygiène qui détecte s'il y a des contraventions ou des choses comme ça. Le fait qu'il y a toute une intrigue dans la saison 2 quand même autour du conduit de gaz. Est-ce que le conduit de gaz est aux normes ou pas? Et ça, c'est vraiment des éléments qui devraient nous rebuter, mais qui sont assez passionnants et qui montrent vraiment une réalité très complète de cet univers-là. Et d'ailleurs, ça a été vraiment salué par les membres de l'univers gastronomique américain en général, quoi, où ils se reconnaissent beaucoup dans ce qu'ils voient à l'écran. Ça reflète quand même une tendance qu'on a vue ces dernières années, justement, un petit peu en réponse à Chef's Table, mais aussi au fait qu'on s'intéresse de plus en plus au monde de la cuisine dans la pop culture et dans les médias. Il y a eu un thriller qui était sorti récemment avec Stephen Graham, l'acteur anglais, c'est vrai, qui s'appelle The Chef, je crois, et qui était vraiment un film en plan séquence qui montrait tout le stress justement lié à un service. Ça se passe quasiment en temps réel. C'était très, très, très anxiogène. Et on voyait aussi justement une visite du service de l'hygiène qui venait pour mettre une mauvaise note. Donc, on voit quand même une volonté justement de s'éloigner des codes très, très léchés de la cuisine et de montrer que c'est aussi un univers qui peut être extrêmement violent. On parle de brigade. Enfin, il y a même un vocabulaire militaire dans le monde de la cuisine. Mais là, c'est une série, je trouve, qui est appréciable parce que ça le montre, mais sans le côté non plus juste sombre et anxiogène qu'on avait dans The Chef. Là où la série est intelligente aussi, c'est qu'elle montre justement qu'un tel milieu peut transformer des gens qui sont bienveillants, qui ont envie de bien faire, en personnes qui peuvent être abusives professionnellement, qui peuvent avoir des comportements ultra toxiques, violents, agressifs. C'est le cas dans la série, alors qu'on voit très bien que Carmy n'a pas du tout envie de reproduire ça normalement, mais il se retrouve dans des situations où il le fait. Oui, parce qu'on sait que c'est un environnement où, comme beaucoup de lieux de pouvoir et de stress, où il y a énormément d'abus et de harcèlement et d'agression. Abus, agression sexuelle aussi, quoi. About consistency and being consistent. Can't operate at a higher level without consistency. Si la série est aussi authentique au niveau de sa représentation de la scène culinaire et des coulisses d'un restaurant, c'est parce qu'elle a des consultants culinaires, dont une en particulier, Coco, Courtney Storer, la sœur de Christopher Storer, qui a travaillé très longtemps dans le milieu des restaurants et qui consulte. En fait, c'est elle qui déjà s'assure de toute la véracité, apporte beaucoup de contexte au moment de l'écriture. Elle est présente sur tous les tournages. Elle a aussi formé beaucoup des acteurs aux gestes, au vocabulaire pour s'assurer qu'ils soient précis et authentiques. Elle a aussi organisé des stages dans des restaurants pour chaque acteur, pour qu'ils connaissent un peu mieux les techniques du métier.
Et il y en a un autre aussi qui fait partie du casting, qui s'appelle Matty Matheson. Il joue Fac dedans. Et en fait, c'est un chef de Toronto qui était, si vous avez regardé Munchies de Vice, vous le connaissez. C'est un chef assez connu qui participe aussi au développement de la série, en plus d'être dans le casting. Je pense que c'est un des aspects qui me plaisent le plus dans cette série et ça me fait penser à Industrie et Mad Men, qui sont des séries que j'aime pour la même raison, c'est-à-dire que déjà, c'est des séries professionnelles. J'adore voir des œuvres sur les gens qui travaillent, sur ce que ça veut dire de travailler, d'être passionné par son taf, tous les problèmes qu'on peut avoir au taf, comment collaborer avec quelqu'un, créer un partenariat, etc. Halt and Catch Fire, c'était pareil. Et on sent dans toutes ces séries, en fait, que c'est écrit par des gens qui connaissent très très bien l'univers dont ils parlent, qui ont fait énormément de recherches, comme dans Mad Men, soit qui sont issus directement de ce milieu, comme dans l'industrie. Et je trouve que dans The Bear, c'est un des meilleurs éléments pour moi. Et on va en reparler quand la série s'éloigne de ça. Je trouve que ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais sur l'authenticité dont tu parles, je trouve que c'est ça qui en fait une des meilleures séries de ces dernières années. Il y a aussi un truc dont je voulais parler avec The Bear, c'est la qualité de son écriture, parce que j'ai remarqué qu'on parlait énormément de sa mise en scène depuis le début de la saison 1, notamment parce qu'il y a un épisode qui a été tourné en plan séquence, et que c'est vrai qu'il y a une réalisation qui peut parfois attirer l'attention à elle-même, mais je trouve que l'écriture est faussement simple ou faussement naturelle dans la série. En fait, ce qui joue énormément dans la série, c'est vraiment l'alchimie entre tous ces personnages, et tout ça vient des répliques qui sont justes, mais exceptionnelles. Il y a tellement de bonnes réparties, mais en fait, on s'en rend même pas compte au début parce que ça paraît totalement naturaliste. Mais il y a notamment le personnage de Richie qui adore insulter les gens de manière très créative, qui les appelle toujours les lézards. Ou alors il dit « What's up, you fucking replicants », qui est une référence à Blade Runner. Il y a plein de micro-moments comme ça, en fait, qui peuvent quasiment passer inaperçus, mais qui montrent la qualité de l'écriture. Et c'est vraiment une très, très bonne writer's room. Et ça se sent vraiment. Et moi, ça a été un des plus grands plaisirs quand j'ai revu la série une deuxième fois, c'était de savourer toutes ces petites répliques qui m'étaient un petit peu passées au-dessus au premier visionnage. Dans l'épisode final de la saison 2, là, il y a un moment qui m'a fait tellement rire et que j'ai trouvé tellement bien écrit. Il y a un commis, en fait, qui disparaît pendant un moment, pendant le service. C'est Marcus, qui est le chef pâtissier, qui va voir dans la cour où il est. Il le trouve en train de fumer du crack. Et il lui dit « Est-ce que c'est de la méthadone ?» Et le mec lui répond « Barely », donc à peine. Et je trouvais que c'était tellement bien écrit et bien trouvé et très drôle. Enfin, et il y a plein de moments aussi où, dans le brio de l'écriture, où en fait, il plante des choses 4, 5, 6 épisodes plus tôt. Par exemple, le truc de la poignée de porte qu'on voit dans le dernier épisode de la saison 2. C'est un élément qui revient à de nombreuses reprises tout au long de la saison. Il faut faire réparer cette poignée de porte. Carmy ne fait pas réparer la poignée. Et ça ponctue les épisodes. Et on ne pense pas forcément que ça va mener à quelque chose de précis, sauf que ça mène au moment de climax scénaristique du dernier épisode, le plus important, quoi. Il y a d'autres moments où il plante des choses, par exemple, dans l'épisode, on va en parler, mais il y a un épisode de dîner de famille. Il y a l'oncle de Carmy qui raconte qu'il aimait beaucoup les bananes couvertes de chocolat. Et c'est quelque chose qui revient dans le dernier épisode, mais c'était juste une petite anecdote sur laquelle ils appuyaient même pas forcément dans l'épisode, le premier épisode où il en parle. Mais en fait, quand on suit bien la série, tout ça est bien agencé et bien construit. Et je trouve que c'est très intelligent, en fait, la façon dont ils ont construit tout ça. Oui, non, c'est très minutieux. C'est comme l'épisode où Carmy rencontre Claire, qui va devenir son intérêt romantique. Et au tout début de l'épisode, il est en train de hurler son numéro de téléphone au téléphone avec quelqu'un de manière très appuyée. Et en fait, plus tard, il doit donner son numéro de téléphone à Claire et il change de numéro parce qu'en fait, il a peur de lui donner son vrai numéro. Et on comprend immédiatement qu'il est en train de lui donner un faux numéro parce qu'ils ont très bien écrit la scène où il était en train de hurler son numéro plus tôt. Donc, c'est très, très bien fait. Et puis, pour moi, il y a aussi juste des petits moments qui ne sont absolument pas nécessaires, entre guillemets, à l'intrigue, mais qui ajoutent tellement à ce qui fait la beauté de l'atmosphère de la série. Et il y a notamment un moment où, par exemple, ils sont en train tous de s'affairer en cuisine et il y a juste un petit plan de coupe où on voit Fac qui est en train de parler aux machines qui sont à l'arrière du restaurant. Ouais, ils ont des machines à jeux. Ouais, voilà, aux machines à jeux. Et il est en train de parler à un personnage, c'est des machines un peu des années 80, et il dit au personnage de la machine « Est-ce que toi aussi, parfois, tu te sens triste ?» Et c'est juste un petit moment de 5 secondes, et ensuite, on repasse à l'intrigue principale. Mais tout ça, c'est des petits piliers, en fait, qui bâtissent ce qui fait la beauté de The Bear, et ce qui en fait un univers complet dans lequel on a envie de retourner, en fait, au bout d'une saison ou de 2 saisons. Ouais, c'est ça, c'est à la fois ultra stressant et très poétique. ouais, non, mais c'est ça. Et tout ça, c'est l'écriture, et je voulais qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de réalisation avec cette série, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais.
45 minutes to open, chefs. Il faut qu'on parle du casting qui est primordial à cette série. C'est vraiment une série d'ensemble et qui a beaucoup, beaucoup fait parler et qui fait un peu le succès de la série aussi. Il y a 3 déjà acteurs principaux qui tiennent la série vraiment. Déjà, il y a Jeremy Allen White, qui est connu pour son rôle dans Shameless. Et qui est maintenant très connu pour ses bras. Voilà. Et qui joue le rôle de Carmy, donc le rôle principal. Carmen, en fait. Il s'appelle Carmen, voilà. Qui reprend le restaurant de son frère et qui a énormément de trauma. Le pauvre, il a vécu des choses. Oui, déjà, on va comprendre au fil des 2 saisons à quel point son environnement familial était toxique. Il avait aussi ce truc du petit frère, en fait, où on comprend, notamment dans un épisode de la saison 2, qu'il a toujours pensé que son grand frère ne prêtait pas attention à lui et ne lui faisait pas confiance professionnellement, alors que nous, on comprend que c'est pas du tout ça et qu'au contraire, son grand frère essaie de le protéger d'une certaine manière. Mais il a beaucoup de complexes et on voit aussi qu'il a été traumatisé par l'environnement dans lequel il a évolué professionnellement. Il a travaillé avec des chefs extrêmement toxiques et abusifs qui lui disaient qu'il méritait de mourir, qu'il était bon à rien. Et donc, quand il se retrouve après la mort de son frère, en plus, à devoir gérer ce petit restaurant qui tourne pas très bien, tout ça remonte à la surface. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a dit à la fin de la saison 1 que c'était une série sur le trauma. Moi, je pense que c'est une série sur la communication, en fait, et sur comment apprendre à communiquer, justement, au-delà de ses propres traumas. Et c'est ça que je trouve très beau avec ce personnage, c'est qu'on voit que c'est quelqu'un qui est très timide, qui communique pas bien et qui apprend à nouer des partenariats avec tous les chefs autour de lui et à exprimer, il a même un geste pour dire qu'il est désolé, c'est le langage des signes qu'il utilise en cuisine pour dire qu'il est désolé, et il développe en fait plein de processus et de modes d'emploi pour mieux communiquer avec tout le monde et pour apprendre à être un humain bien ajusté en fait, et je trouve ça très très beau. Ouais, je suis d'accord, et Jeremy Allen White est vraiment très bon dans le rôle. Il a un côté assez mutique et on a un peu tendance à accuser les acteurs qui sont comme ça, je pense aussi à Ryan Gosling par exemple dans Drive, à ne pas montrer d'émotion du tout ou à être plat. Et Jeremy Allen White a connu un succès fulgurant après la première saison parce qu'il est très sexy. Mais du coup, à ce moment-là, on a un peu minimisé son talent d'acteur. En tout cas, j'ai trouvé. Et je pense, en regardant la série, il est vraiment excellent. Il a un monologue à un moment dans le dernier épisode de la saison 1 qui est magnifique, où tu vois vraiment toute l'étendue de son talent et le fait que justement, sous un peu la carapace de mec très timide qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à communiquer, il y a d'autres choses. I didn't know my brother was using drugs. What does that say? As we got older, I realized I didn't know anything about him. He stopped letting me into the restaurant a couple of years ago. He just cut me off cold, and that hurt. And I think that flipped this switch in me where I was like, okay, fuck you, watch this. And because we had this connection through food, and he had made me feel so rejected and lame and shitty and uncool, I made this plan where I was gonna go work in all the best restaurants in the world. And it sounds ridiculous, me saying that now, but that's what I did. Ouais, moi je le trouve vraiment très très bon dans le rôle, quoi. Et surtout, le talent qu'il a et qu'ont une majorité des membres du casting, à quelques exceptions près, c'est d'avoir un talent qui est à la fois dramatique et comique. C'est aussi une série qui est très drôle, malgré la violence et tous les traumas et tout ce qui se raconte sur la santé mentale. Il a un excellent timing comique, et notamment sur de la comédie physique, où il y a un moment, par exemple, où Marcus lui jette le téléphone et au lieu de l'attraper, il se baisse. Et le téléphone est éclaté contre le mur. Et en fait, la tête que Jeremy Allen White fait juste après ce moment est géniale. Et il y a plein de petits moments comme ça où en fait il est extrêmement bon aussi pour la répartie, les répliques comiques, et pour nous briser le cœur avec ses monologues. C'est vrai qu'il en a 2-3 dans la série qui sont très très bons, et ça je trouve que le reste du casting globalement est aussi très bon pour ça, et on parle beaucoup de ce qu'ils font en termes de dramaturgie, mais en termes de comédie ils sont aussi très bons. Ensuite, il y a Ayo Edebiri, dont je parlais tout à l'heure parce qu'elle a son compte Letterboxd, qui a rejoint la série parce qu'elle connaissait Christopher Storer. Pour la petite histoire, ils étaient tous les deux, ils faisaient partie de la Writer's Room de Dickinson, de la saison 2 de Dickinson, donc des gens de goût et de talent. Et Ayo Edebiri, qui est aussi donc scénariste et actrice, et qui vient de jouer là dans un film américain qui a fait un énorme buzz aux États-Unis, qui va arriver, je pense, en France bientôt, qui s'appelle Bottoms, qui est un teen movie lesbien qui a l'air vraiment très très bon. Et elle joue Sydney. Vraiment, ça a été une énorme révélation de cette série. En plus, c'est une icône de mode, honnêtement, sur les tapis rouges. Elle est vraiment géniale. Et moi, tout le monde aime bien le rôle de Sydney, mais je trouve que
Il y a une complexité aussi dans son jeu parce qu'elle a un côté à la fois extrêmement awkward, c'est-à-dire qu'elle a des moments où vraiment elle a des mimiques ou des choses comme ça. On a l'impression, c'est limite gênant parce elle a l'air tout le temps embarrassée. Et il y a d'autres moments d'assurance totale où elle prend contrôle et elle a un côté chef de guerre qui est hyper impressionnant. Moi, j'avoue que c'est avec son jeu à elle que j'ai eu le plus de mal dans la saison 1. Je trouve qu'elle est extrêmement bonne dans tous les moments comiques et elle a aussi une super alchimie avec les autres personnages, que ce soit avec le personnage de Marcus ou celui de Carmy, ou celui de Richie d'ailleurs. Mais il y a certains moments dramatiques où je trouve qu'il lui manque quelque chose à l'actrice. Par contre, c'est vrai qu'elle est extrêmement magnétique, elle est canon. T'as qu'une seule envie, c'est de la regarder en fait. Et c'est vrai que après la première saison, c'était un des visages qui m'avait le plus marqué de cette saison. Les autres aussi, c'est parce que je les connaissais. Et elle, en fait, je me disais, mais c'est qui cette meuf ? Je veux la voir dans tous les films parce que elle a juste une qualité extrêmement cinégénique ou télégénique. Et j'ai vraiment hâte de la voir dans les saisons futures. Et ensuite, il y a mon préféré. C'est mon préféré aussi. Ouais. Ebon Moss-Bachrach, qui était connu pour pas mal de petits rôles, mais vraiment, il est toujours resté un peu à la lisière de la célébrité pendant des années. Il était dans Girls, où il jouait un des mecs de Marnie. Il jouait Daisy. Voilà. Et d'ailleurs, Gillian Jacobs, qui jouait Mimi Rose dans Girls, joue sa femme dans The Bear. Et pour la petite histoire, Gillian Jacobs, qui est la meuf dans la vraie vie de Christopher Storer. Ça va trop loin, cette histoire. Et puis même Molly Gordon, qui joue Claire, donc Claire Bear, qui est l'intérêt romantique de Carmy dans la saison 2, a joué dans Shiva Baby, qui est un film qui est réalisé par la même réalisatrice que Bottoms. Donc elles sont toutes amies dans la vraie vie aussi, avec Ayo Edebiri et tout ça. C'est le même groupe en fait, donc c'est assez... Que des gens extrêmement beaux et talentueux. Et cool. Bon, revenons à Ebon Moss-Bachrach, qui est une fontaine de charisme, qui joue cousin, qui joue Richie, mais cousin. Il est appelé cousin, qui n'est pas du tout le cousin en fait, ni de Mikey ni de Carmy, mais qui est le meilleur ami de Mikey, qui était le meilleur ami de Mikey, et qui se fait appeler cousin, et qui les appelle cousins tout le temps, et qui est un personnage insupportable au début, mais en même temps insupportable, mais charmant quand même. C'est-à-dire qu'il te fait marrer, et tu peux pas t'empêcher de sourire, même quand il est insupportable, mais il est vraiment horrible au début et assez toxique, et qui va avoir une évolution assez remarquable et touchante au fil des épisodes. Pour moi, honnêtement, c'est la plus grande star du casting. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ce mec mérite tellement d'avoir le premier rôle dans plein de films qui iront à Cannes. Il est incroyable de talent, aussi bien comique que dramatique, de charisme. Il était dans Andor aussi récemment, il avait été très remarqué, alors c'était pas le rôle principal, mais il est vraiment très très bon dedans. Et oui, en fait, il a cette manière de s'en prendre à tout le monde dans la série, qui est extrêmement divertissante, qui est un petit peu crispante aussi, mais c'est vrai que on peut pas s'empêcher d'être de son côté, et je pense que la saison 2, elle lui appartient vraiment. Oui, totalement. D'ailleurs, elle commence avec lui et ses doutes, et on en reparlera, mais le meilleur épisode de la saison 2, voire de la série, il lui appartient aussi. Et en fait, il se fait appeler cousin parce que il a aucun lien de famille, de sang avec les Berzato, la famille de Carmy, mais c'était un ami d'enfance de Michael. Et donc, il a travaillé avec lui pendant très longtemps dans le restaurant. Il a un rapport, du coup, qui est assez complexe avec Carmy, mais il a toujours un petit peu fait partie de la famille sans être un membre de la famille. Justement, on sent qu'il y a un complexe chez lui à ce niveau-là. Et Ebon Moss-Bachrach le montre vraiment très, très bien. Parce que même dans les moments, justement, où il est horrible, où il hurle et il est insupportable, parce qu'il y a des moments où il ne fait que hurler et dire des conneries. Il y a des trucs qui sont évidents de bon sens, où il refuse d'admettre certaines choses par fierté et parce qu'on sent que il est en train de défendre un peu ce en quoi il croyait. On sent que tout son monde s'est écroulé avec la mort de Mikey, qu'il vivait à travers lui, qu'en fait, il n'a jamais eu vraiment... On sent que ses liens familiaux sont très faibles de son côté, et qu'il a des problèmes, par exemple, de relation avec son père ou des choses comme ça, et qu'il a trouvé une vraie famille auprès des Berzato. Il est divorcé aussi. Oui, il est divorcé. Il a beaucoup de mal-être, en fait. Mais d'ailleurs, dans la deuxième saison, à un moment, il dit... Non, c'est dans la première saison, à un moment, il dit à Carmy, t'es tout ce que j'ai, en fait. T'es la seule personne que j'ai. Et on sent vraiment cette détresse en lui. Et la deuxième saison, il y a toute une trajectoire où il reprend un peu du pouvoir. Et surtout, il réapprend à s'aimer. Parce que c'est ça qu'on sent à travers ses colères, à travers ses moments toxiques ou des choses comme ça. C'est vraiment un profond mal-être et une haine de soi pesante pour lui, quoi. On va lui faire des câlins. Bah vraiment, ouais. Moi, j'ai vraiment envie de lui faire les câlins. Mais bon,
Après, globalement, j'ai envie de faire des câlins à la majorité des personnages de cette série et je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Mais ce que je trouve aussi très très beau, c'est qu'au-delà de ces 3 personnages principaux, la série a une vraie attention pour les personnages secondaires. Il n'y en a aucun qui est vraiment laissé sur le bord de la route. Même les plus secondaires ont leur scène qui leur permet de briller. Bon, il y a Marcus qui, lui, a carrément eu son épisode dans la saison 2. Qui est joué par Lionel Boyce, qui est aussi un ami de Christopher Storer à la base. Et qui joue donc le chef pâtissier. Il a lui aussi une trajectoire assez touchante puisqu'en fait on comprend qu'il n'a pas trop confiance en lui et que Carmy, qui est assez mal accueilli au début dans le restaurant parce que justement les autres pensent qu'il les prend de haut ou qu'avec tous ces processus de mec de la haute gastronomie qu'il ne les comprend pas. Mais Marcus, lui, il est inspiré par ça, il a envie de se dépasser, il n'a pas envie de juste faire du pain. Il a envie de faire vraiment de la haute pâtisserie et Carmy va beaucoup l'encourager dans cette direction. C'est un super personnage qui est aussi très calme, introverti. Il est apaisant. Qui justement donne un petit peu d'apaisement à l'univers de la série qui est tout le temps à 3000 volts, quoi. Moi, personnellement, ma préférée dans les personnages secondaires, c'est Tina, qui est jouée par Lisa Colón-Zayas, qui était dans Orange is the New Black, notamment, qui est une merveilleuse actrice. Et là, ce qu'elle fait, par exemple, dans la saison 2, à un moment où Sydney lui propose de devenir sous-chef, juste avec un simple sourire. Moi, ça m'a bouleversée. C'était un de mes moments préférés de la série. C'est un personnage qu'on pourrait utiliser uniquement pour du relief comique, puisque au début, elle est très hostile à Carmy. Elle l'appelle Jeff. Elle comprend pas pourquoi il appelle tout le monde chef et elle lui dit « mais c'est qui Jeff, en fait ?» Et ça devient un peu une blague récurrente dans la série. Mais elle est aussi extrêmement touchante. Elle a une scène de karaoké aussi dans la saison 2 qui est très très belle. Et je trouve qu'en fait, elle est quasiment aussi développée que les autres personnages, même si elle est secondaire. Ce qu'on sent chez elle au niveau de l'hostilité, c'est ce qu'on sent chez Richie aussi, c'est-à-dire qu'on sent que dans les 2 cas, c'est pour masquer une profonde vulnérabilité. C'est-à-dire qu'elle se retrouve d'un coup, alors qu'elle était installée dans une routine où il n'y avait pas de questionnement, avec l'arrivée de Carmy, elle voit tout son monde un peu mis sans dessus-dessous et il faut d'un coup qu'elle se remette en question et qu'elle remette en question son savoir-faire. Mais une fois qu'elle dépasse un peu sa fierté initiale et qu'elle commence à le faire, on sent qu'il y a une telle joie pour elle à apprendre à nouveau et à acquérir des compétences qu'elle n'avait pas. C'est vraiment assez émouvant à voir et c'est ce qu'on voit aussi avec Richie. Je trouve que ce que la série dit justement de à quel point ça peut être empouvoirant, réconfortant et à quel point ça peut contribuer à un bien-être, à une bonne image de soi, de justement d'acquérir des compétences, d'acquérir un savoir-faire, d'être valorisé professionnellement. Je trouve que c'est très beau en fait. Oui, bah c'est vraiment pour la plupart des personnages qui ont très peu confiance en eux et qui apprennent à travers la cuisine à se respecter, c'est dit parfois littéralement dans le cas de Richie, mais aussi à se canaliser et à se sentir valorisé, effectivement, à voir qu'en fait, il y a un endroit dans lequel ils peuvent être très très bons. Il y a un épisode qui se passe à Copenhague, il y a un personnage joué par Will Poulter qui raconte un peu ça, qui dit qu'il était... quand il était au lycée, il faisait n'importe quoi et qu'il était en gros parti sur une très très mauvaise route, quoi, et que c'est la cuisine qui l'a vraiment canalisé. Il y a vraiment ce propos dedans et je pense que ça reflète une réalité aussi, quoi. Oui, complètement. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, en fait, de gens qui sont partis faire des études d'hôtellerie et qui ont appris à cuisiner parce que c'est ça qui leur a donné en fait un sens d'ordre dans le chaos et qui leur a appris à se discipliner un petit peu. Et il y a Abby Elliott qui joue Sugar, la sœur de Carmy. Et pour la petite histoire, le père de Abby Elliott, c'est Chris Elliott. C'est celui qui jouait le mec affreux dans Schitt's Creek. dans Schitt's Creek, Voilà, c'est Monsieur Shit dans Schitt's Creek. Et j'ai découvert ça hier et j'étais sur le cul. Ouais, Abby Elliott qui était dans SNL pendant plusieurs années. Et elle aussi, un talent à la fois comique et dramatique, vraiment de très très haut niveau. En fait, encore une fois, l'écriture est excellente parce que chaque personnage a vraiment son rôle dans l'écosystème de The Bear. Et elle, c'est un personnage extérieur, c'est-à-dire qu'elle travaille pas du tout pour le restaurant à la base, mais comme elle fait partie de la famille, elle est là pour observer un petit peu de l'extérieur, leur donner des conseils. Elle est plus organisée, elle s'occupe justement de toute la paperasse, la bureaucratie. Elle les ramène un petit peu à l'ordre. Sydney, c'est un peu la Peggy Olson en fait qui arrive le premier jour et qui va découvrir tout cet univers-là. Enfin, c'est vraiment très très bien construit. Et le personnage de Sugar, il est vraiment génial. Et encore une fois, dans la saison 2, il y a beaucoup de ces personnages qui étaient un petit peu en périphérie dans la saison 1 qui sont encore plus creusés. Et ça aboutit sur quelque chose de très très beau avec elle aussi. Et d'ailleurs, moi, c'est
Un autre truc qui me plaît énormément dans cette série, je radote tout le temps sur le fait que maintenant, il n'y a que des séries courtes et des mini-séries et des séries à concept avec un meurtre qu'il faut résoudre. Et en fait, ce que je trouve très très bien dans The Bear, c'est que justement, on a cette petite famille de personnages qui a été créée et que ça me rappelle les séries à l'ancienne où on a juste envie de retrouver de nouvelles saisons avec ces personnages parce qu'on a l'impression de faire partie de leur vie et qu'il n'y a pas de concept en fait. Donc ça pourrait durer sur 8 saisons. Je ne pense pas que ce sera le cas parce que c'est pas comme ça que ça marche à l'heure actuelle. Pour en revenir à l'intrigue, ce qui s'est passé à la fin de la saison 1, c'est que Carmy a retrouvé l'argent que son frère avait emprunté à leur oncle, qu'il pensait perdu, dans des conserves de sauce tomate. Et il a retrouvé aussi, enfin c'est Richie qui lui a donné, un mot qui avait été laissé par son frère qui lui disait « let it rip », donc ça veut dire lâche-toi. Lâche-toi, quoi. Et c'est la devise familiale. Ouais, et c'était surtout ce qu'il lui avait dit quand ils parlaient ensemble de faire un restaurant ensemble. Donc Carmy comprend qu'il a eu le blanc-seing de son frère, que si son frère lui a léguer le restaurant, c'est pas pour lui léguer plein de dettes et un restaurant merdique, c'est pour lui donner son aval pour qu'il en fasse ce qu'il veut vraiment en faire, quoi. Et parce qu'il croit en lui, en fait. Exactement. Et donc, Carmy, à la fin, décide de lancer avec Sydney un restaurant qui va s'appeler The Bear au lieu de The Beef et qui sera plus un restaurant de bistronomie, quoi. Ce qui est un peu ironique quand même parce que c'est une série aussi un peu sur la gentrification et il détruit quand même une institution pour la transformer en un autre restaurant de bistronomie, quoi. Mais bon. Et donc, la deuxième saison est vraiment sur la création de ce restaurant. Il y a une chronologie dans la saison qui est bâtie sur un compte à rebours jusqu'à l'ouverture parce qu'ils se mettent une pression pour l'ouvrir très rapidement, sous 3 mois. Et donc, chaque épisode, on a un compte à rebours avant l'ouverture. C'était une saison qui était très attendue. T'en as pensé quoi, toi ? Je l'ai trouvée vraiment excellente. Je sais pas s'il y a besoin de la comparer à la première, mais en fait, disons que la première, j'avais été extrêmement agréablement surprise par la maîtrise. Et là, j'ai juste été très émue. J'ai pleuré plusieurs fois en regardant cette saison. J'ai trouvé que la manière dont beaucoup de personnages avaient été creusés était extrêmement intelligente, que le casting était vraiment exceptionnel et que notamment, en fait, il y a des moments d'émotion qui reposent sur des personnages qu'on a vus 3 fois dans la série et qui fonctionnent à merveille. Et alors ça, vraiment, c'est du grand art. Donc ouais, je l'ai trouvé vraiment très, très réussi cette saison 2. T'en as pensé quoi, toi ? Oui, pareil. C'est marrant parce qu'en fait, c'est un peu surprenant au début parce que le rythme ralentit vraiment. Et c'était voulu. Il voulait pas continuer sur... Christopher Storer l'a dit, il voulait pas continuer sur un rythme ultra nerveux parce qu'il pensait que ça allait épuiser les gens et que c'était pas le propos de la saison 2, quoi. J'ai été très, très émue et je trouve qu'il y a des moments de grâce, mais incroyables que j'ai rarement vu en série récemment, en fait, et qui m'ont vraiment beaucoup émue. Et ouais, franchement, j'ai été assez bluffée. Et il y a 3 épisodes en particulier dont on voulait parler, qui se démarquent un peu du reste de la saison, même si toute la saison est vraiment excellente, hein, mais il y en a 3 qui, pour moi, ont été, enfin pour moi et pour tout le monde, ont été assez remarquables. D'abord, il y a l'épisode de Copenhague, qui est l'épisode 4, qui s'appelle le Melon en français, qui est un épisode qui est centré autour de Marcus, qui part en fait faire un stage de pâtisserie dans un restaurant de Copenhague. C'est réalisé par Rami Youssef, qui donc est l'interprète principal et le créateur de la série Rami, sur laquelle Christopher Storer a travaillé. Le lien est là aussi. Moi, j'ai adoré cet épisode. Je l'ai revu hier et en fait, vraiment pour moi, avec l'autre épisode dont on va parler après, qui est centré autour de Richie, c'est vraiment mon préféré de la saison. Je l'ai trouvé hyper apaisant en fait, et tellement poétique et tellement doux comme épisode. Même la musique, il y a un rythme très lent, il y a une précision dans le geste, on sent il est là pour apprendre vraiment à être précis. Les échanges avec Will Poulter qui a quand même une métamorphose incroyable, c'était l'homme le plus insupportable dans Midsommar et dans beaucoup de ses rôles précédents, quoi. Qui là a une présence très calme et ils ont des échanges qui sont vraiment posés, qui sont enveloppants autour de ce que ça représente la pâtisserie, la cuisine pour eux. La bande son est aussi très belle, il y a Sam Cooke. Bon, je sais que toi, c'est un morceau qui passe dans Twin Peaks The Return et pour toi, c'est inégalable, donc forcément, mais moi j'ai trouvé ça très beau aussi, la façon dont le morceau était utilisé ici. Il y a des moments de jazz aussi. Juste, j'ai trouvé ça hyper émouvant comme épisode et tellement enveloppant. Vraiment, j'ai adoré cet épisode. C'est un épisode qui offre des moments de calme dans une série qui est quand même extrêmement chaotique. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on les aime, parce que ça permet un petit peu de redescendre en tension. Et oui, moi, n'importe quel épisode dans lequel il y a un câlin avec un inconnu, je valide. Yes, chef. Oh, yes, chef. Yes, chef. Il
Il y a un épisode dont tout le monde a parlé dans la saison 2, c'est l'épisode 6, Fishes, qui dure plus d'1 heure. Moi, personnellement, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est pas mon préféré, pour la même raison que l'épisode 7 de la saison 1 n'est pas mon préféré, et c'était aussi l'épisode dont tout le monde avait parlé, parce qu'il était tourné entièrement en plan séquence, et qu'il était extrêmement anxiogène. C'était vraiment l'épisode où tout se cassait la gueule, en fait, dans la saison 1, et là, c'est un petit peu pareil, c'est un épisode de Noël, en flashback, donc il y a plusieurs années, il y a même le personnage de Gillian Jacobs qui a un pull avec 1989 de Taylor Swift dessus. Ah, donc, j'avais pas vu. donc on sait que c'est à peu près 2015. Et en fait, c'est un épisode de Noël particulièrement anxiogène et tendu. Tout le monde hurle. La mère de Carmy cuisine de manière tellement chaotique qu'il y a de la sauce tomate au plafond. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un de très calme. Donc, ce genre de choses, ça me stresse un petit peu. Très calme. Très calme à l'extérieur. Pas à l'intérieur. Mais j'ai pas trop tendance à crier. Donc, j'avoue que les gens qui hurlent pendant des heures comme ça, je comprends pas. Et je trouve aussi que comme l'épisode en plan séquence de la saison 1, celui-là, c'est une démonstration de force que je trouve un petit peu pénible. C'est-à-dire que c'est vraiment des épisodes qui attirent l'attention vers eux en disant « Regardez, là, on est en train de faire quelque chose. On est en train de pas juste faire de la série télé, mais on vous sert du cinéma, quoi, en gros. » Et je trouve que l'épisode fonctionne bien, mais qu'il y a des moments qui sont un petit peu trop crispants pour moi, que la longueur de plus d'1 heure paraît un petit peu boursouflée. Mais c'est vrai que c'est quand même un épisode qui apporte énormément au climax émotionnel de la fin de la saison 2. Et donc, rien que pour ça, il est très important. Il y a ce moment avec la banane au chocolat dont tu as parlé qui est très, très bien planté à ce moment-là. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ça nous éclaire sur toute la raison pour laquelle Carmy est parti, en fait, cuisiner ailleurs. Il est parti de Chicago. Ça éclaire tout son rapport avec tous les autres personnages. T'en as pensé quoi, toi ? Moi, sur ce que tu dis, sur le côté performatif, je l'ai un peu ressenti comme ça. Surtout, on va en parler sur la liste de guest stars longue comme le bras. Après, je pense que au vu de ce qui se passe à la fin de la saison, justement, ça m'a fait apprécier l'épisode d'autant plus. Pour ce que tu dis sur le côté, ça plante des éléments. J'ai écouté une interview de Christopher Storer dans The Watch où il parlait justement de cet épisode. Et en fait, il y a tellement d'éléments qui sont tirés de sa vie à lui. Il vient d'une famille avec une histoire d'addiction, avec un rapport à la cuisine et un rapport aussi au cri et à la violence qui est très similaire. On sent qu'en fait, c'est totalement inspiré de sa vie. Il a aussi un de ses meilleurs amis qui est mort d'un suicide. Donc, on sent un peu qu'il y a mis vraiment énormément de choses personnelles. Et à cause de ça, ça me réconcilie. Déjà, j'ai trouvé l'épisode vachement bien, même si je le trouvais très stressant et un petit peu performatif aussi. Mais je le trouve moins performatif du coup parce qu'il y a ce côté très personnel où on sent qu'il y a versé beaucoup de lui-même. Et donc, pour moi, ça fait moins exercice de style et plus exercice de catharsis pour lui, quoi. Après, c'est un épisode qui est extrêmement maîtrisé sur l'écriture et sur la mise en scène. C'est juste qu'effectivement, moi, c'est aussi des effets de mise en scène qui m'angoissent trop, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment la caméra qui fait le ping-pong entre tous les personnages. Il y a un côté volontairement chaotique et étouffant dans cet épisode qui est extrême. Et donc, sur une durée d'1 heure ou plus d'1 heure, c'est aussi beaucoup plus difficile à digérer que les épisodes qui durent 20-30 minutes du reste de la série. Mais c'est vrai que c'est très, très bien écrit. Et en fait, cette montée en tension avec des petits moments de break quand même au milieu, c'est quand même très, très maîtrisé. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais oui, moi, il y a eu un côté un petit peu trop extrême dans l'anxiété qui était difficile à tolérer. Mais je reconnais que c'est un très, très bon épisode. Mais c'est pas celui que je reverrai le plus de la série, quoi. C'est marrant parce que moi, ce qui m'a le plus dérangé dans l'épisode, c'était pas forcément les moments de cri, c'est plus l'accumulation de guest stars où vraiment, au bout d'un moment, j'étais bon, c'est bon, on a compris. Ouais. Et ce qui en même temps est le tour de force aussi de cet épisode, c'est-à-dire que chaque personnage qui arrive est une célébrité. Donc Donna, la mère de Carmy, est jouée par Jamie Lee Curtis, qui joue, pour le coup, le rôle le plus difficile à digérer, je trouve, parce qu'elle est extrêmement intense. Après, on comprend qu'elle a un problème d'addiction à l'alcool et sans doute des problèmes de santé mentale aussi assez évidents, voilà. C'est elle la source de tension de l'épisode, en fait. Ouais, voilà, elle hurle sur tout le monde. L'épisode commence avec justement le fait qu'ils anticipent déjà le fait qu'elle va péter un câble lors du repas. Et donc, c'est une cocotte minute, en fait, cet épisode. Désolée pour la métaphore pourrie gastronomique, mais c'est vraiment ça. Et
Jamie Lee Curtis en fait beaucoup dans cet épisode. Il faut s'accrocher quand même. Ouais, le menton tremble énormément. Ouais, c'est ça. C'est ça, avec le mascara qui coule. Enfin, on est vraiment sur du gros niveau de crispation quand même. Ouais. Il y a Bob Odenkirk. Le père de la nation. De ta nation, en tout cas. C'est ça. De la Anaïs Nation. Et le père des 4 filles du Dr. March. Exactement. Voilà. Qui joue Uncle Lee. On ne sait même pas si c'est un oncle ou on ne sait pas trop qui c'est. Moi, de ce que j'ai compris, c'est le nouveau mec de la mère des Berzato. Ah, moi, j'ai pas compris ça et comme ça. C'est pour ça que tout le monde le déteste, en fait. Parce que c'est un peu le beau-père, quoi. Ah, moi, j'ai pas compris ça comme ça. Enfin bon, c'est un mec relou avec qui Mikey se prend la tête, quoi. On n'a pas dit non plus, c'est quand même Saul Goodman. Oui, évidemment, dans Breaking Bad et dans Better Call Saul. Ensuite, il y a Sarah Paulson qui joue la tante cool, qui est normale. Ouais, qui vit à New York. Qui vit à New York, qui a échappé à tout ça et qui revient tous les Noëls. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi elle a envie de revenir, tu vois. Ouais, bah tu sens parce que c'est une famille, pour le coup, qui est traditionnelle, quoi. Où vraiment, le Noël, c'est en famille. C'est le Noël italien avec les 7 fishes, donc les 7 plats de poisson. Enfin, voilà, quoi. Elle a un côté un petit peu décalé, justement, avec le reste. Je trouve que ça fonctionne bien. Elle a un petit moment où elle prend Carmy à part, où elle lui dit fuis cet endroit et ce milieu et viens vivre chez moi à New York, je t'accueille, il faut que tu t'en ailles, quoi. Et ça, j'ai trouvé justement que ce moment-là, c'est toi qui m'avais dit d'ailleurs, on comprend pourquoi Sarah Paulson a été castée pour ce rôle et c'est vraiment ça, quoi. Ouais, en fait, c'est la réflexion que je me suis faite pour Sarah Paulson et pour John Mulaney qui joue donc le compagnon du personnage de Sarah Paulson et qui est donc une pièce rapportée dans la famille et qui essaye de comprendre un petit peu pourquoi ils sont tous fous. Voilà, John Mulaney qui est un comédien, un ancien de SNL aussi et qui a fait plein de séries, de stand-up et tout ça. En fait, lui et Sarah Paulson, quand je les ai vus au début de l'épisode, je me suis dit, certes, c'est un gros flex de la série de les ramener comme ça, mais je comprends pas pourquoi ils jouent juste des pièces rapportées ou enfin des personnages extrêmement tertiaires dans la série, jusqu'au moment où les deux, effectivement, justifient totalement leur présence et leur casting. Sarah Paulson, avec ce petit moment où elle parle un peu à cœur ouvert à Carmy, elle lui dit je vais t'aider, il faut que je te sorte de là. Et lui, en fait, il fait la bénédiction du repas à contre-cœur à la fin de l'épisode, alors que vraiment l'épisode est de plus en plus tendu et que le repas est sur le point de dégénérer. Et John Mulaney, qui est donc plus connu pour son talent comique, est aussi très très bon là, encore une fois, sur les deux facettes comiques et dramatiques. Il est, je trouve, très drôle dans cette scène, mais on sent aussi qu'on a besoin d'un acteur qui est vraiment de la bouteille pour délivrer, parce que c'est quand même un gros monologue. Et donc lui, comme Sarah Paulson, ils ont ces deux monologues qui sont très importants dans l'épisode, et on comprend pourquoi Christopher Storer a voulu les confier à des acteurs expérimentés. Ensuite, on l'a dit, il y a Gillian Jacobs qui joue la meuf de Richie. Il y a une scène très émouvante, elle est enceinte et ils ont un moment un peu où on voit un peu tout l'amour. On comprend à la fois tous les problèmes de leur relation et pourquoi ça va péter et pourquoi ils vont se séparer, mais on comprend aussi pourquoi ils s'aiment, quoi. Et heureusement qu'il y a cette scène au milieu de l'épisode parce que ça donne un moment un peu de pause et de douceur au milieu d'une espèce de cocotte minute, comme tu disais tout à l'heure, qui est vraiment très bienvenue. Encore une fois, l'écriture est tellement bonne et tellement généreuse. C'est-à-dire que tous ces personnages-là, qui sont des personnages secondaires, ont un moment au moins dans l'épisode qui est crucial. Et donc, pour moi, en fait, le fait que ce soit des guest stars est totalement justifié parce que Gillian Jacobs, elle est assez bonne pour avoir cette scène-là et pour avoir une scène qui va être très importante aussi dans l'épisode suivant. Pareil avec Bob Odenkirk. Enfin, en fait, j'essaye d'imaginer des acteurs qu'on connaîtrait pas ou qu'on connaîtrait moins dans ces scènes-là. Et je pense vraiment que ça marcherait pas aussi bien. Parce qu'en plus, c'est un job très dur qu'ils ont. Ils doivent atteindre un niveau d'intensité tout de suite et parfois même d'antipathie très très fort en très peu de temps. Et ça fonctionne parce que c'est des acteurs qu'on connaît déjà et sur lesquels on peut déjà projeter une certaine sympathie. Et après, il y a John Bernthal qui joue donc Mikey, qui est magnifique. Oui, et qui est très intense, forcément, et qu'on avait déjà aussi aperçu dans un flashback de la saison 1. Et pareil, en fait, il a tellement de charisme qu'en 2 scènes, c'est important que ce soit lui qui soit là pour qu'on comprenne pourquoi tous les autres personnages gravitaient autour de lui quand il était vivant, quoi. Et Oliver Platt qui joue donc l'oncle qui finance un peu tout le monde et qui est assez sympathique au final. Moi, je l'aime bien. Et qui est excellent et qui a un caractère-acteur très connu et qui a aussi, lui, son monologue dans le final qui est excellent. Enfin, encore une fois, c'est du pur talent. Si Fishes a été l'épisode qui a été le plus discuté au moment de sa diffusion, je pense que pour toi comme pour moi, enfin je pense pas, j'en suis sûre parce qu'on en a parlé. Et comme pour tout fan de Taylor Swift. Voilà, notre épisode préféré, c'est l'épisode 7 qui s'appelle Fourchette, Forks, et qui est centré autour du personnage de Richie. Et c'est là où Richie, il redevient un homme qui s'aime, quoi. C'est un épisode qui est exceptionnel. Je pense que c'était un des meilleurs épisodes de télé de l'année. Et pour moi, c'est le meilleur épisode de la série. Richie, qui, tu l'as dit, a été un personnage
extrêmement antipathique au début, qui est un des personnages les plus crispants et les plus intenses de la série, qui est dans une agressivité en fait permanente, apprend à se canaliser. Il est envoyé en stage dans ce qui est dans la série considéré comme le meilleur restaurant du monde, un restaurant triplement étoilé de Chicago, qui est inspiré par un vrai restaurant qui a 2 étoiles à Chicago. Et donc, il va un petit peu apprendre la discipline, l'ordre et aussi la joie dans ce qu'il fait, puisqu'on commence la saison 2 avec lui qui est en train de s'interroger, justement, qui dit à Carmy, je sais pas quel est mon but dans la vie, vous savez tous exactement où vous voulez aller, moi je sais pas. Et c'est cet épisode qui va lui donner son but. Et il arrive et on lui dit, ton seul job pendant une semaine de stage, c'est d'astiquer les fourchettes. Et donc, évidemment, un personnage comme Richie le vit hyper mal. Il le fait pas bien, il insulte tout le monde, il émet de la mauvaise volonté. Oui, il y a un côté humiliant pour lui aussi. C'est un mec qui a la quarantaine et qui se retrouve à astiquer des fourchettes. Enfin, c'est comme ça qu'il vit, quoi. Et qui comprend pas, en fait, le besoin d'ordre et de minutie qu'on lui demande. C'est-à-dire que le fait qu'on voit encore une trace d'eau sur une des fourchettes, c'est impardonnable. Et lui, il comprend pas ça. Au fil des jours, il va justement s'intégrer de plus en plus à la brigade, comprendre un petit peu comment l'univers de ce restaurant fonctionne et surtout pourquoi c'est important de ne pas laisser de traces d'eau sur les fourchettes. Et il va découvrir l'hospitalité, en fait, vraiment le sens du service qu'il y a dans ce restaurant et le fait que justement procurer un moment inoubliable aux clients qui payent je sais pas combien pour ce dîner, qui ont attendu des mois et des mois pour leur réservation, c'est ça qui lui donne du sens. Et il y a ce moment très beau où il amène une pizza, justement, une pizza typique de Chicago, deep dish, à une table. Et on sent que c'est là qu'il trouve un petit peu son bonheur parce qu'en fait, c'est un mec qui est extrêmement charismatique et sociable. Ouais, et il a la tchatch, quoi. Voilà. Très clairement, il est très très bon avec les gens. Donc, et ça, Carmy le sait, et c'est ce qui est dit dans l'épisode aussi. Et c'est pour ça qu'il a voulu l'envoyer là. Et c'est ça, il trouve un peu sa vocation, quoi. On sent qu'il avait un peu une espèce de snobisme inversé où il trouvait que justement cet univers de la haute cuisine, il avait beaucoup de mépris pour ça parce qu'il trouvait que c'était un truc de snobinard qui pétait plus haut que leur cul, quoi, très clairement. Et en fait, là, il découvre toute la beauté que ça peut être, que c'est une forme d'art, de discipline, et que ça peut apporter énormément de plaisir et de contentement à des gens, et il se retrouve là-dedans. Donc c'est quelque chose qui lui apporte énormément de bonheur et de satisfaction. Et bien sûr, cet épisode, c'est surtout un épisode où il se met à chanter Love Story de Taylor Swift dans la voiture en sortant d'un de ses services. Et c'est juste une des plus belles scènes que j'ai jamais vues de ma vie, quoi. Je sais pas quoi dire. Je suis d'accord. Non, c'est un truc, un ressort comique assez facile mais qui fonctionne très bien, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est un peu un gros dur et là on lui met une chanson qui est la chanson préférée de sa fille, c'est une chanson très féminine que Taylor Swift a écrite quand elle avait 17 ans mais ça fonctionne extrêmement bien parce que ça montre son côté vulnérable, son côté joueur aussi et ça montre qu'il se libère. C'est quelqu'un qui est extrêmement réprimé et étouffé par sa propre agressivité et sa propre haine de soi depuis le début de la série. Et là, en fait, on voit enfin de la légèreté chez lui, on voit qu'il est enfin en train de se libérer un petit peu. Et moi, ce moment m'a fait pleurer, en fait. Ouais, moi aussi. Non, et puis il y avait une scène, quelques épisodes plus tôt, où il dépose sa fille et il lui dit... Moi aussi, j'aime Taylor Swift. Ouais. J'étais juste fatiguée, il fallait que j'ai un break, quoi. Et c'était très drôle. Déjà, ça, j'avais trouvé ça hyper marrant et tout ça. Je l'avais filmé, diffusé dans mes stories sur Instagram. Et là, vraiment, la scène Love Story, c'est un moment de catharsis, en fait, énorme. Et ce qui est aussi très chouette avec cet épisode, c'est que la série tente beaucoup de choses en termes de réalisation. Et parfois, il y a ce côté justement un peu too much, un peu foutraque, moi, qui peut me crisper. Mais là, ils font beaucoup de clins d'œil à l'univers cinématographique de Richie. Il y a plein de posters de films chez lui. C'est comme quand il dit « What's up, you replicants ?» Enfin, on sent que c'est un grand fan de ciné. Et dans la manière dont cet épisode est filmé, quand il découvre un peu le service de ce restaurant, il y a un hyper-réalisme avec des mouvements de caméra très rapides, comme si on était dans un film d'action. Et tout ça, c'est censé justement être un hommage au fait que lui-même adorait les films de Ridley Scott et de Michael Mann. Ouais. Et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper chouette. Enfin, ça rajoute en fait beaucoup de couches à ce qui pourrait être un épisode assez simple. Et comme tu le disais avec l'épisode de Marcus, c'est aussi un épisode de calme. Et ça fait du bien. Surtout de voir un épisode comme Richie enfin être un petit peu calme et apaisé. C'est très jouissif. Ouais. Ce que j'ai trouvé très très émouvant, c'est dans l'épisode suivant, les retombées de cet épisode. C'est-à-dire qu'il retourne au restaurant de Carmy et il arrive avec un costard et il dit de façon très sérieuse et hyper belle, et ça vraiment ça m'a fait pleurer de suite, c'est qu'il dit bah oui, ça me fait m'aimer en gros, c'est ce qu'il dit. Sorry, you're wearing a suit? Yeah, I wear suits now. What can I help you with? I think for a long time I didn't really know where I fit, you know, and I'm sorry if I took anything out on you, because I actually do think that we could fit good together.
I could be good at things that you don't really want to do, and you're obviously really great at a whole bunch of stuff that I don't know how to do, you know? That's why you're wearing the suit. I'm wearing a suit because it makes me feel better about myself. Et j'ai trouvé ça très, très, très émouvant et vraiment beau, quoi. Il faut quand même mentionner le plus gros flex de la série, qui est d'avoir ramené pour une scène l'actrice oscarisée Olivia Colman. Oui, qui joue la chef. Voilà, qui joue la chef du restaurant dans lequel il fait son stage. Et là aussi, totalement justifié, parce qu'en fait, on est censé capter en 30 secondes que cette personne est la personne la plus importante du restaurant et qu'elle a une espèce de prestance qu'on ne peut pas ignorer. Et donc, forcément, tu ramènes Olivia Colman, qui est une reine, qui joue littéralement parfois des reines. Ça marche très, très bien. Et cette scène est super belle. D'ailleurs, elle épluche les champignons et je tiens à dire que je fais pareil. Donc, Moi aussi, mais pas avec un couteau, avec les doigts. Moi, avec un couteau. On s'est souvent foutu de ma gueule parce que j'ai épluché les champignons, donc voilà. Non, mais franchement, c'est un des plus grands bonheurs de la vie d'éplucher les champignons. Je suis d'accord, c'est hyper satisfaisant. Ouais, essayez ça chez vous pour vous canaliser comme Richie. About consistency and being consistent. Can't operate at a higher level without consistency. Avant de conclure, il faut qu'on parle de l'intrigue qui a le plus dérangé les gens dans cette saison. Et je pense peut-être nous aussi. Totalement. C'est l'histoire d'amour entre Carmy et Claire Bear, qui est jouée par Molly Gordon. Une meuf que Carmy connaît depuis le lycée, même depuis l'enfance, sur laquelle il a clairement un crush depuis toujours. Elle a un crush depuis toujours sur lui, donc ça devrait être très très cute. C'est-à-dire qu'ils ont un meet cute au supermarché, il lui donne un faux numéro parce qu'il est trop nerveux, après elle le rappelle. Elle est chirurgienne, donc on comprend qu'en plus elle a le même rythme de travail que lui, que sa vie est bouffée par le boulot et qu'elle a un peu pas froid aux yeux. Donc ça devrait coller complètement. Et c'est un fil conducteur dans la saison parce que c'est à travers elle que Carmy devient un peu plus vulnérable, s'ouvre émotionnellement et découvre aussi que du coup, il devrait pas s'ouvrir parce qu'il devient beaucoup moins efficace. En fait, c'est un peu sa leçon à lui à la fin, alors que on sait que c'est pas vraiment ça. Seulement, cette relation ne fonctionne pas trop. Pas du tout. Pourquoi ? Pour moi, il y a deux choses. Déjà, tu l'as dit, Claire est écrite comme un obstacle à Carmy. C'est-à-dire que, au lieu de vraiment la présenter comme une personne qui lui fait du bien, ce que la série nous dit, surtout dans les derniers épisodes, c'est qu'elle l'empêche de travailler correctement. Il y a un moment où l'oncle, quand il apprend que Carmy est en couple avec elle, il lui dit « Je suis super content pour toi, mais je me permets de te dire oh oh ». Il y a le mec du frigo que Carmy doit appeler en permanence. Une des raisons pour lesquelles il oublie de le faire à chaque fois, c'est parce qu'il pense à Claire. Et donc, en fait, Claire est montrée par la série comme une distraction qui crée des problèmes dans la dynamique du restaurant. Forcément, on n'est pas du tout enclin à l'aimer parce qu'elle est écrite comme ça. Ce qui est un problème parce que pour moi, ça renforce un cliché quand même assez sexiste. On est encore en train de nous dire que les hommes, pour être concentrés au travail, il faut pas qu'ils pensent aux meufs, quoi. Et puis le problème, c'est que pour moi, c'est un amalgame, ce personnage de Claire, entre deux clichés qu'on n'aime pas, qui est la Manic Pixie Dream Girl. Elle n'est pas du tout creusée elle-même en tant que personnage, elle est uniquement là pour éclairer les choix de Carmy, et elle dit toujours ce qu'il faut dire, elle est toujours parfaite, elle a un magnifique sourire, enfin elle est un peu féerique en fait, ce que j'aime pas trop. Disons qu'elle parle comme ça déjà, elle est tout le temps en train de lui parler comme ça, et elle lui parle comme si c'était une psy. Et juste pour finir, l'amalgame des deux clichés dont je voulais parler, c'est la Manic Pixie Dream Girl et la Cool Girl, parce qu'en plus, c'est une chirurgienne urgentiste, elle adore découper des bras, et elle va vraiment pas justement, elle veut pas du tout l'étouffer, il y a un côté, effectivement, où on dirait que c'est un personnage qui n'existe pas, qui est totalement irréel, qui est le fantasme de la petite copine parfaite. Et en plus de ça, elle est aussi écrite non seulement comme un obstacle professionnel, mais aussi un obstacle personnel, parce qu'en vrai, moi, je pense que la série essaye de développer un triangle amoureux entre elle, lui et Sydney. Et on voit, en fait, Sydney se montrer jalouse à plusieurs reprises de la présence de Claire dans la vie de Carmy. Ça pourrait être pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire qu'elle donne son avis sur le menu, etc. Ça déplaît à Sydney. Mais je trouve que la série tire parfois un petit peu un fil romantique, ou en tout cas essaye de comparer les deux. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc professionnel. Écoute, j'espère que t'as raison et que la saison 3 me donnera tort. En fait, il y a plusieurs moments où on voit Carmy qui est totalement hantée par ses traumas. Et en fait, dans sa tête, il a des flashs de Claire et ensuite il a des flashs de Sydney. Et donc, pour moi, il y a quand même un truc qui fait que on est programmé pour ne pas l'aimer, puisque Sydney elle-même, qui est un personnage aussi auquel on s'identifie, qu'on aime bien, est dérangée par Claire. Et elle pense que la présence de Claire crée des problèmes dans le déroulement de l'intrigue.
On est programmé pour la percevoir comme un obstacle. Après, je pense que la série ne voulait pas qu'on ne l'aime pas. Au contraire, ils en ont fait justement un personnage qui coche totalement toutes les cases. Et je pense qu'ils ont fait ça aussi en se disant justement qu'elle allait être peut-être plus appréciable ou aimable, enfin, qu'on allait plus comprendre pourquoi il tombe là-dedans et qu'il a envie d'être avec elle. Moi, le problème, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment pas un personnage qui est réaliste, elle n'a pas des réactions normales. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est une série qui est tellement authentique sur les interactions humaines. Et en fait, quand on arrive sur cette relation, t'es là, mais c'est qui ce personnage? En fait, ça n'existe pas, une femme comme ça. Et si ça existait... je pense qu'il y a plein d'hommes qui en rêveraient, mais en fait, c'est fou. C'est pas possible d'être à la fois une psy, une accompagnante, la meuf la plus cool qui soit, qui l'initie aux fêtes. Il a jamais fait de fête et elle l'emmène à une fête parce qu'elle est hyper cool et qu'elle a plein d'amis. Elle est complètement irréelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un article qui essayait de la défendre en disant que, en fait, c'est pas une vraie personne parce que elle est la projection que Carmy fait d'elle, en fait. C'est-à-dire qu'il a toujours eu un crush sur elle et qu'il se l'imagine parfaite. Et donc, ce qu'on voit d'elle, c'est ce que Carmy voit d'elle, quoi. Oui, et moi, ça, je veux bien le croire et tout ça, mais ça fonctionne quand même pas trop pour moi, quoi. Et je vois aussi, en fait, dans les expérimentations de réalisation de la série, ils ont vraiment voulu totalement changer le langage visuel de la série quand ils sont tous les deux pour nous plonger dans quelque chose d'extrêmement romantique avec des plans très rapprochés. Mais il y a genre un épisode qui commence sur une scène de sexe entre les deux et vraiment, mais qu'est-ce qu'on s'en tape, quoi. Ouais. Ils ont tenté, mais effectivement, moi, je trouve que ça marche pas très bien. Et j'ai très peur de ce que la saison 3 nous réserve à ce niveau-là. Christopher Storer a dit qu'il avait déjà conçu les 3 saisons. Et vu qu'il a déjà conçu les 3 saisons dès le début, je pense que c'est plus un cheminement de santé mentale qu'autre chose, de la façon dont ça a été conçu. Et donc, je pense que c'est Carmy qui va apprendre à avoir une vie professionnelle et une vie personnelle équilibrée ou à communiquer de façon normale. Moi, ce que je verrai pour la saison 3, je pense qu'il va y avoir plus de développement romantique parce que clairement, on sent que la série veut se diriger vers ça d'une manière ou d'une autre. On n'a pas dit à quel point la série parle du Covid et du traumatisme du Covid, notamment dans le milieu de la restauration. Dans la saison 1, c'était très présent. Dans la saison 2, il y a Sydney qui est un peu catastrophée par toutes les fermetures de grands restaurants à Chicago. Et moi, je pense que quand on voit la direction qu'a prise le restaurant, qui est justement passé d'un boui-boui de quartier qui faisait des sandwichs à un truc de bistronomie, pour survivre, je pense que la saison 3 va parler de gentrification. Qu'est-ce que ça change d'avoir ce restaurant-là, dans ce quartier-là? On voit déjà que ça perturbe certains personnages comme Ibrahim, qui lui est pas très changement et qui a du mal à s'adapter au changement dans cette saison. Je pense qu'il va être plus développé, lui, dans la saison 3, parce que c'est un des rares personnages secondaires qu'on n'a pas encore trop vu. Et à mon avis, il va y avoir un questionnement sur en quoi ça change l'identité du quartier et l'identité un peu profonde de ces personnages de travailler pour un type de restaurant totalement différent que celui qu'ils ont connu avant. Moi, j'avais juste un regret. Vas-y, parle-en-nous. C'est le moment dont tu parlais tout à l'heure de la deep dish pizza. Ah oui. Une deep dish pizza, on la présente pas comme ça. Une deep dish pizza, ça se mange en pizza. Parce que c'est des clients du restaurant qui sont de passage à Chicago et qui veulent goûter une deep dish pizza. C'est délicieux, déjà, la deep dish pizza. Et il enlève la croûte. La croûte, c'est hyper bon. Et il fait des espèces de trous et des petits... le chef pour leur présenter ça. Et ça, j'étais là, mais ça, c'est le bullshit de la haute cuisine. C'est ce qu'on reproche à la haute cuisine, tu vois. C'est l'espèce de bullshit. Une deep dish pizza, tu la manges en pizza. Merci Marie pour ce moment. C'était Pic TV. Merci Anaïs. Merci chef. Merci cousine. Et merci à vous les Pickies, tous les cousins et cousines, de nous retrouver toutes les semaines. La semaine prochaine, on vous parle d'une vieille série, mais une vieille série qui n'a pas vieilli. Pas du tout. Parce que c'est un vampire. C'est la meilleure série de tous les temps. Ouais, bon, on va se calmer quand même. C'est True Blood. I wanna do bad things with you. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez faire ça sur Apple Podcast et sur Spotify maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées. À la semaine prochaine. Pic TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.